Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle thématique de la formation vers l'apprenance, les repères et perspectives. Pour animer ce webinaire, j'ai donc le privilège d'accueillir un invité que je vais laisser se présenter. Donc, Jean, si tu peux te donner quelques mots, une présentation pas en normand ni en flamand, dans une langue éligible pour tous nos nombreux interlocuteurs, s'il te plaît. D'accord, on va choisir donc le français. Bonjour à tous, Jean van der Spelden, je suis consultant indépendant. Je travaille sur, grosso modo, l'innovation pédagogique pour la formation des adultes depuis une quinzaine d'années. Et avant d'être consultant indépendant, je travaillais au sein du réseau des ateliers de pédagogie personnalisée. Je suis administrateur du FFOD qui a changé de nom, hein, qui s'appelle maintenant EINOA. Et je suis vice-président du cercle APE, APE voulant dire apprendre ensemble. Voilà pour une courte présentation. Merci Jean. Alors aujourd'hui, nous allons aborder cette thématique. Dans un premier temps, Jean nous expliquera qu'est-ce qu'il entend par le terme de l'apprenance, quel est l'intérêt, pourquoi doit-on s'intéresser à l'apprenance, et on conclura en troisième point sur quelque chose sur un zoom plus descendant à travers le réseau APP, comment ce réseau-là, ses acteurs, et c'est un territoire également concernant l'apprenance. Donc on va débuter sur la thématique de l'apprenance, sur la définition. Qu'est-ce que l'apprenance? Jean, je te transmets la parole pour que tu nous expliques un petit peu, que tu nous donnes ta définition de l'apprenance. Eh ben, l'apprenance, c'est un concept qui date d'il y a une vingtaine d'années. Du coup, on est passé du concept aux pratiques d'apprenance. Alors, vous avez une image à gauche, hein, un petit peu caricaturale, mais qui illustre bien comment l'apprenance va nous permettre de reprendre une distance par rapport à un modèle scolaire. Un modèle intéressant, mais un modèle qui a ses limites entre une approche matière par matière, domaine par domaine, où l'apprenance va nous amener à nous réinterroger sur la manière dont les gens apprennent et surtout la manière dont on va pouvoir améliorer leur apprentissage et se mettre en position d'accompagnement. Donc pour cela, je vais vous poser une question, à votre avis, autour de l'apprenance. On va voir ensemble des définitions, hein, puisqu'il n'y a pas une définition d'apprenance, il y a plusieurs définitions d'apprenance, et ça c'est aussi un point intéressant, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs portes d'entrée pour mettre en œuvre concrètement l'apprenance, et chacun d'entre nous, en fonction de sa position, de ses dispositifs, de ses intérêts, va pouvoir mettre en œuvre l'apprenance de manière différente à trois niveaux qu'on va voir ensemble. Donc, diapositive suivante, je vais vous demander peut-être dans l'espace chat, en belge on dit le clavardage, de me dire si, d'après vous, le concept d'apprenance a été créé par un universitaire, un ou une syndicaliste, un ou une neuropédagogue ou un ou une entrepreneur. Pédagogue. Alors oui, la piste est bonne, mais en fait, de manière assez surprenante, le concept d'apprenance a été conçu par deux personnes en même temps et de manière indépendante, hein. Hélène Troc-Fabre, qui est une neuropédagogue, qui a écrit des livres très intéressants, je pense à Né pour apprendre, hein, qui est une référence dans notre secteur d'activité. Mais le concept d'apprenance est né aussi de la parole d'un syndicaliste, hein, Hubert Boucher, qui tous les deux, de manière indépendante, se sont dit, bah, la formation c'est bien, la formation des adultes c'est bien, mais il manque quelque chose pour optimiser, pour faire avancer les choses. Et donc ils ont inventé le concept d'apprenance comme étant, d'une manière un petit peu générale, on va y revenir, des dispositions favorables à apprendre tout au long de sa vie. Et donc, en tant que syndicaliste et en tant que neuropédagogue, avant que l'Europe nous mette en œuvre le concept d'apprenance tout au long de la vie, ces deux personnes s'étaient bien rendu compte qu'on n'apprenait plus seulement à l'école, mais que pour entretenir et développer nos compétences, on devait être dans des dispositions particulières. Et ces dispositions particulières-là, ils ont appelé ça l'apprenance. Voilà. Et une fois que ce concept a été posé par un syndicaliste et une neuropédagogue, il y a un universitaire célèbre qui a rebondi sur ce concept, hein, qui est Philippe Carré. Philippe Carré et toute l'équipe qui travaille autour de Philippe Carré ont beaucoup travaillé sur le concept d'apprenance
pour essayer de le documenter, l'illustrer, le conforter. Et grâce à ça, on a pu passer d'un concept à des pratiques. Donc la diapositive suivante nous donne donc les références aux trois dates. Le concept a été né en 1990, mais c'est Philippe Carré, pardon, dans un livre qui a été publié en 2005, qui a vraiment établi le nouveau rapport au savoir, et qui, dans ce livre, qui est toujours disponible dans les bonnes librairies et sur les sites que je ne citerai pas, qui sont donc aujourd'hui disponibles. 2005, 2020, pourquoi et comment les adultes apprennent. Alors c'est un livre qui prend du recul 15 ans après, donc qui est encore plus intéressant. Deux parties dans ce livre, hein, pourquoi et comment les adultes apprennent. Une partie un petit peu scientifique et une deuxième partie plus pragmatique. Je conseillerais de manière opérationnelle, peut-être de commencer par la deuxième partie, nous en tant qu'acteurs de l'information, où on s'y retrouve plus, et puis une fois qu'on a eu la deuxième partie, revenir sur des bases que Philippe Carré développe sur comment l'apprenance résonne avec différents domaines de recherche universitaire. Et puis votre serviteur, en 2023, a coécrit un livre avec ma collègue Yamina Bouya Aga, justement, comme le faisait remarquer Julien, du concept aux pratiques, et ayant une bonne connaissance du réseau des APP, hein, puisque je travaille avec eux depuis pratiquement 40 ans, ça ne me rajeunit pas. Et donc, avec une prise de recul, on a écrit le deuxième livre sur les APP qui s'appelle Acteurs et territoires d'apprenance, zoom sur le réseau des APP, en disant très clairement que les APP faisaient de l'apprenance sans le savoir, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose. Et donc, on a essayé d'éclairer le fonctionnement, le développement et les pratiques des équipes pédagogiques des APP comme étant des pratiques d'apprenance. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le concept, nourri par Philippe Carré et ses collègues, est passé dans des pratiques au sein du réseau des APP, mais très certainement dans d'autres réseaux ou sur d'autres territoires. J'aurai l'occasion d'y revenir. Donc voilà, un livre 2022 sur le concept et un livre 2023 sur des pratiques liées à un territoire. Donc quand on parle d'apprenance, les réflexions et les écrits de Philippe Carré sont absolument un repère très intéressant. Philippe Carré propose différentes définitions, hein, je vous laisse les découvrir. J'ai retenu une définition qui est la culture de développement agentique des compétences et des savoirs. L'agentivité, hein, c'est la caractéristique de la mise en mouvement de l'apprenant pour développer ses compétences et ses savoirs. Récemment, l'organisation SOL a mis en place un observatoire de l'apprenance, donc ça aussi c'est quelque chose d'intéressant. L'observatoire de l'apprenance plutôt du côté du monde de l'entreprise. Donc le concept d'apprenance intéresse aussi les entreprises comme la valorisation accompagnée du désir d'apprendre. Et nous, acteurs de formation, hein, qu'on soit dans un APP, dans un EPID, dans une école de la seconde chance, dans une école de production, dans un Greta, à l'AFPA, à l'université, au CNAM, etc., la question du désir d'apprendre est fondamentale. C'est-à-dire que pour accompagner un adulte, il faut absolument qu'on s'appuie sur son désir d'apprendre. Alors, la question, c'est que tous les apprenants n'ont pas même le même niveau de désir d'apprendre, et donc l'apprenant, ça va nous permettre de trouver des stratégies pour reconnaître la personne comme une personne apprenante, et donc la consolider dans sa manière où elle va se mobiliser pour apprendre. Et donc, valoriser la valorisation accompagnée du désir d'apprendre, c'est une définition que j'aime bien. Et je vous propose une troisième définition que je propose comme étant l'apprenance, comme étant la mobilisation des capacités individuelles et collectives pour saisir et valoriser les opportunités multimodales, formelles et informelles, d'apprendre et de se former tout au long de ses vies. Donc, j'élargis très largement apprendre tout au long de sa vie, avec apprendre tout au long de ses vies, hein, ses vies personnelles, sa vie sociale, sa vie professionnelle. On a tous des carrières différentes, hein, le monde est complexe. Et puis, on va être dans des parcours, dans des situations où on va ou pas profiter d'opportunités pour se former de manière formelle ou informelle. Alors, formelle, c'est quand il y a une date de début, une date de fin, mais on apprend aussi de manière beaucoup informelle, avec des webinaires, avec des lectures, en échangeant avec ses collègues,
etc. Donc aussi, on a des apprentissages informels tout à fait intéressants. J'ai rajouté aussi la dimension individuelle et collective, c'est-à-dire qu'on apprend toujours seul, mais jamais sans les autres. Dixit Philippe Carré, même si c'est pas une citation de Philippe Carré, et qui montre bien que l'apprenant s'inscrit dans une dimension sociale de l'apprentissage, et que quand on va s'intéresser aux pratiques d'apprenance, bah, on va devoir alterner différentes modalités. C'est pour ça que je parle d'opportunités multimodales. Et donc, la multimodalité, de mon point de vue, c'est une porte d'entrée intéressante pour mettre en œuvre des pratiques d'apprenance. Est-ce que je suis clair? Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ces trois définitions? Alors, il y a plein d'autres définitions, hein. C'est vraiment intéressant d'éclairer l'apprenance sous différents angles. On peut dire au final que c'est un ensemble de conditions favorables à l'acte d'apprendre. Même Je si pense, je pense que apprendre c'est bien, c'est même nécessaire, c'est même vital, mais que apprendre ne suffit pas, il faut apprendre et se former. Apprendre résulte de notre capacité à se questionner. Se former, c'est notre capacité à interagir. Et quand je vais créer un parcours d'apprenant d'adulte, quel que soit son niveau de qualification, et surtout pour les adultes faiblement qualifiés, il faut que je travaille à la fois sur les situations d'apprentissage et les situations où il va se former. Voilà pour les définitions liées à l'émergence du concept créé par Hubert Boucher et Hélène Trocmé-Favre et repris par Philippe Carré. thématique de l'apprenance, on va maintenant aborder les trois niveaux de l'apprenance centrés sur l'expérience apprenant. Voilà. C'est-à-dire que s'intéresser à l'apprenant, c'est prendre du recul par rapport à la formation. La formation, c'est bien, mais c'est un modèle qui a ses limites, puisqu'on va vouloir former un apprenant. Or, un apprenant on ne forme pas un apprenant, on va créer des conditions favorables pour que l'apprenant puisse se former. Et donc, l'apprenance va nous permettre de prendre du recul où avant, dans le monde de la formation, alors de manière un peu caricaturale, mais dans le monde de la formation, c'est le stagiaire qui s'adapte à l'offre de formation. Dans le monde de l'apprenance, ce sont des acteurs sur un territoire qui vont construire un écosystème pour s'adapter au mieux aux caractéristiques de chacun des apprenants sur sa capacité à vouloir apprendre, sa capacité à savoir apprendre et sa capacité à pouvoir apprendre. Alors là, j'ai pas le temps de développer, mais dans le deuxième livre de Philippe Carré, hein, ces trois dimensions sont clairement développées. C'est-à-dire que pour qu'un adulte apprenne et se forme, eh ben, c'est pas automatique. Il y a des dimensions de mise en mouvement qui sont importantes, hein. Par exemple, je prends le savoir apprendre. Souvent, pas toujours, mais souvent, l'école fait comme si un élève savait apprendre. Or, il y a des élèves qui ont la capacité à bénéficier des prestations scolaires, et puis il y a des élèves qui passent à côté. Et parce qu'on n'a pas tous la même capacité à savoir apprendre. Et grosso modo, un élève qui a réussi à l'école, c'est un élève qui savait apprendre. Mais cette capacité à apprendre n'est pas développée. Or, pour un adulte faiblement qualifié qui sort du système scolaire quelquefois avec de la souffrance scolaire, revenir sur sa capacité à savoir apprendre, avoir une méthodologie sur apprendre à apprendre, ou même mieux apprendre à s'auto-former ou apprendre à devenir, apprendre à saisir des opportunités, sont des dimensions extrêmement importantes pour le conforter dans le déroulement de son parcours de formation, à condition qu'il veuille bien apprendre. Donc ça interroge le vouloir apprendre, et le vouloir apprendre, c'est la question fondamentale du sens de l'action dans laquelle je m'inscris ou dans laquelle on m'a inscrit pour dérouler un parcours de formation. Et donc, pour donner du sens à l'apprenant, pour développer le vouloir apprendre, me semble-t-il, il y a peut-être du temps à perdre en début de parcours pour écouter l'apprenant, pour être à son écoute, pour co-construire des parcours avec lui, co-construire des éléments, prendre en compte ses caractéristiques, etc. Être dans une dimension réflexive pour qu'on puisse l'aider à se projeter dans ce qu'il est en train de faire. Et pour qu'il se projette,
immanquablement, me semble-t-il, pour qu'il y ait un vouloir apprendre qui soit moteur de son implication dans le parcours de formation, il faut que l'apprenant puisse avoir le choix entre des activités contraintes, des activités souples et des activités libres. La notion de liberté de l'apprenant est au cœur du principe d'apprenance. Alors, on n'est pas dans un self-service, hein, on est bien d'accord, mais si dans un parcours de formation, il n'y a pas un degré de liberté réelle de l'apprenant dans le déroulement de son parcours de formation, on n'est pas dans une plénitude d'apprenance si on ne fait qu'imposer à l'apprenant des contenus, des modalités, des temps, des distances, etc. Alors, l'apprenant ne va pas pouvoir s'épanouir. Et puis après, il y a la question fondamentale du pouvoir d'apprendre. Le pouvoir d'apprendre, c'est comment les décideurs sur un territoire vont construire un écosystème qui va être le plus favorable aux apprenants qui sont concernés par ces programmes. Est-ce que l'apprenant peut se connecter sur Internet? Est-ce que l'apprenant a un niveau de lecture? Est-ce que l'apprenant peut prendre la parole? Est-ce que l'apprenant peut se déplacer sur 40 km pour venir dans une formation? Est-ce que l'apprenant a le financement pour cette action de formation? Et donc la question du pouvoir d'apprendre est une question très importante liée à la place de l'apprenant dans la co-organisation des dispositifs. Donc, vouloir apprendre, savoir apprendre, pouvoir apprendre, ce sont trois éléments qui résonnent fondamentalement avec le concept et les pratiques d'apprenance. Suite de la Merci. diapositive, Julien, sauf s'il y a des questions ou Attends, des il y avait remarques. quelques questions justement, c'est pour ça que je voulais t'interrompre. Il y a une question qui a été posée par Magdeleine. C'était sur des éléments, je pense, que tu avais abordés sur la slide précédente. Elle demande si tu peux développer un peu plus la notion d'agentique. D'agentivité. Exactement. Alors, l'agentivité, c'est la capacité à passer à l'action. D'accord? Et donc, le concept d'apprenance est en relation avec l'agentivité. Je renvoie aussi aux travaux de ma collègue Dorothée Cavigno-Brosse, hein, qui fait partie de l'équipe de Philippe Carré. C'est pas parce qu'on met en place un dispositif intéressant que les apprenants passent à l'action. Et donc, on peut s'intéresser aux conditions favorables pour que l'apprenant passe à l'action physique, à l'action morale, pour qu'il puisse s'investir. Et ça renvoie à la condition de l'agentivité de chacun des apprenants. Ma réponse Il y est a un une peu autre question. succincte, mais Non, ça me semble assez clair. Il y a une question également de Pam qui nous demande si tu peux préciser quels sont les trois types d'activités. Tu as abordé tout à l'heure les données de façon plus détaillée, je pense. activité contrainte, activité souple et activité libre. C'est cela. Bah, activité contrainte, c'est quand l'apprenant n'a aucun choix. Donc, il doit suivre un webinaire qui est imposé tel jour, telle heure. Il doit suivre un cours de telle heure à telle heure. Il doit participer à un séminaire de tel jour, telle heure. Activité souple, c'est quand l'apprenant a la liberté du lieu, par exemple. Il peut se connecter où il veut. Il n'a pas besoin de se déplacer dans une salle. Donc, par exemple, ici, on est dans une activité souple, hein. C'est-à-dire que le temps est fixe, le contenu est fixe, mais le lieu est libre. Et donner des degrés de liberté à l'apprenant, alors progressivement, hein, il ne s'agit pas de tout mettre souple au départ, mais qu'il y ait dans le parcours et des activités contraintes et des activités souples, de telle manière que l'apprenant puisse commencer à faire des choix stratégiques sur les temps, les lieux, les actions, qu'il puisse choisir un outil, qu'il puisse choisir une thématique, etc., qu'il puisse choisir avec quel apprenant il va constituer un binôme, etc., etc. Il faut que, de mon point de vue, que on puisse travailler sur les différents degrés de liberté de l'apprenant. Inversement, moi, quand je regarde mon parcours scolaire, mon parcours universitaire, eh ben, j'étais plutôt un bon élève, mais avec le recul, je m'aperçois que je n'avais aucun degré de liberté. Le monde a changé, les jeunes n'apprennent plus comme nous, on apprenait, et c'est donc à nous de nous adapter sur leur nouvelle capacité à se connecter sur le territoire numérique et à court-circuiter des activités qui nous semblent contraintes. Donc, activité contrainte, activité souple et activité libre dans un parcours avec l'accord du financeur de mettre des séquences, des sessions dans lesquelles ce sont les apprenants qui vont décider de ce qu'ils vont faire. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est une condition importante pour qu'ils puissent s'impliquer
Et il y a beaucoup d'ateliers de pédagogie personnalisée qui ont compris tout l'intérêt de faire des ateliers libres dans lesquels les apprenants s'auto-organisent, définissent ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent le faire, etc. Accompagné, bien sûr, parce que si c'est pas accompagné, c'est pas une formation, mais dans la dimension, dans le concept d'apprenance, dans les pratiques d'apprenance, il y a une forte coloration d'autorégulation qui fait que les apprenants vont prendre du pouvoir dans le déroulement. Alors, un pouvoir relatif, bien évidemment, parce qu'on vise toujours un objectif professionnel, hein. C'est-à-dire que l'action de formation, la nouvelle définition de l'action de formation, se définit comme l'atteinte d'un objectif professionnel. Julien, la suite de la diapositive, s'il te plaît. Sauf s'il Magdeleine y a te des remarques. remercie et en complément quand même, il y avait en deux mots Cathy qui demandait si les activités libres ne sont-elles pas un moyen en fait de perdre les apprenants. Alors, s'il n'y en a pas, c'est un risque de les perdre aussi, hein. Donc, effectivement, nous avons un métier qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on est toujours un petit peu sur la crête. Activité libre, cadrée. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de laisser les apprenants ouverts à, quoi que ce soit, à un univers qu'ils ne maîtriseraient pas, etc. Mais je pense l'inverse. Je pense que s'il n'y a pas d'activité libre, on peut perdre aussi les apprenants. Et donc, effectivement, il y a un risque, mais risque et opportunité, ça va de pair. Alors après, il faut trouver le bon dimensionnement des activités libres dans le parcours, quand on met des activités libres, et surtout pourquoi on met des activités libres. Donc on doit construire un écosystème, Julien, et c'est la construction de cet écosystème qui va permettre effectivement de trouver la place, hein, des différentes activités, activités contraintes, activités souples et activités libres. Et donc, encore un clic, si je voulais, voilà. Et donc, on va construire un écosystème pédagogique avec des intentions pédagogiques, avec l'atteinte d'objectifs s'adressant à chacun des apprenants, mais dans des collectifs, pour que l'apprenant puisse se dérouler. Et donc, il y a trois types d'acteurs concernés par l'apprenance. Bien sûr, l'apprenant et ses pairs, bien évidemment, hein, sur lesquels on va lui demander non pas seulement d'être acteur, mais je dirais d'être aussi auteur de son parcours. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse lui laisser de la place pour qu'il puisse, en fonction de son niveau, en fonction des contenus, en fonction des opportunités, en fonction de l'environnement professionnel dans lequel il se trouve. Je pense à la modalité AFEST, hein, qui est en forte résonance avec l'apprenance, l'action de formation en situation de travail, où la réflexivité a une dimension importante, où l'essai-erreur a une dimension importante, voilà, pour que l'apprenant puisse progresser. Et puis, donc, l'apprenant va être sollicité, mobilisé et accompagné. Et les équipes pédagogiques et les directions vont se mettre en position de facilitation. C'est-à-dire que je ne transmets plus du savoir, je ne transmets plus des contenus, je ne suis plus le référent. Je me pose en situation d'accompagnement. Pour qu'il y ait apprenance, il faut que collectivement avec mes collègues et avec l'appui de la direction, je puisse accompagner en étant facilitant. Alors, cette facilitation, elle va évoluer en fonction du parcours. Peut-être que je serai très facilitant en début de parcours, je serai moyennement facilitant en milieu de parcours, je ne serai pas du tout facilitant en fin de parcours, de telle manière à laisser l'autonomie de l'apprenant se libérer. C'est-à-dire que s'il y a des activités libres, si je donne de la liberté à l'apprenant, il faut que cette liberté puisse, dans l'alignement pédagogique que je propose, avoir du sens. Moi, j'observe des fois des dispositifs où on demande à l'apprenant de prendre l'initiative dans des espaces où il ne peut pas prendre d'initiative. On est dans ce qu'on appelle des injonctions paradoxales, plus ou moins fortes, mais qui sont réelles. Donc, position de félicitation, et puis les acteurs, les financeurs sur un territoire doivent permettre alors, quelque chose de fondamental, c'est que pour moi, il n'y a pas d'apprenance si je ne peux pas raisonnablement individualiser les parcours. C'est-à-dire que pour que l'apprenance se développe, il faut que je n'ai pas la contrainte du groupe tout au long du parcours. Le groupe est important, hein, il peut y avoir des activités collectives et des activités individuelles, une oscillation entre les deux, mais dans un parcours individuel où chacun des apprenants aura son propre parcours. Mais pour que l'apprenant ait son propre parcours, il faut que les financeurs et les acteurs sur un territoire permettent aux équipes pédagogiques, à travers le financement, à travers la régulation, à travers les démarches qualité,
etc., etc., de réellement individualiser les parcours. Et moi, ce que j'observe comme frein majeur du développement de la prenance, c'est un discours paradoxal des financeurs qui nous demandent d'individualiser les parcours et qui en sont encore aujourd'hui au financement heures stagiaires qui complique un petit peu le déroulement des parcours. Et donc, pour que l'apprenant se déploie correctement, il faut que et l'apprenant, et les équipes d'accompagnement, et les financeurs se mettent d'accord sur un nouveau rapport au savoir pour que les choses se déroulent dans les meilleures conditions. Ce qui veut dire que l'apprenance remet en cause la formation, et on va voir pourquoi s'intéresse à l'apprenance. C'est justement pour prendre de la distance. C'est la deuxième partie de ma web conférence. Il est 14h58, on est dans les temps. Je vais accélérer un petit peu. En fait, s'intéresser à l'apprenance, c'est ensemble prendre de la distance par rapport à un modèle scolaire qui est encore très présent au sein de la formation des adultes. C'est-à-dire que euh, nous sommes en formation, oui, on peut aller plus loin. Je vous propose un schéma qui n'est pas très lisible, hein, donc je vais essayer de le commenter. Donc on a la flèche noire qui part de 1450 l'imprimerie jusqu'à 2022 l'intelligence artificielle. Donc vous voyez, on est sur un axe du temps extrêmement large. Et en 1925, on a eu le premier concept d'éducation permanente. C'était la première fois que, au niveau public, les instances publiques mettaient en place des dispositifs pour que des adultes puissent se former dans une dynamique d'éducation permanente, parce qu'on était en résonance très forte avec nos confrères de la formation initiale, et ce n'est qu'en 1971, les lois de Jacques Delors, qu'on est passé de l'éducation permanente au terme de formation continue. Formation continue, formation tout au long de la vie, c'est-à-dire la formation en dehors de l'école. Les lois de Jacques Delors ont été très fortes, hein, et ont créé notre secteur d'activité qui s'est fortement développé jusqu'en 2018 avec toute une série de lois, hein. Il y a un site internet qui rassemble les 32 lois qui nous ont permis d'évoluer pour arriver en 2018 au concept d'apprentissage tout au long de la vie, hein, grâce à la réflexion européenne, où en fait on s'aperçoit que on ne forme pas un adulte, on crée des conditions pour qu'il puisse se former et apprendre et se former tout au long de sa vie. Moi je dis apprendre et se former tout au long de nos vies. Nous avons plusieurs vies, des vies personnelles, des vies sociales et plusieurs vies professionnelles. Et donc ce que j'observe moi dans le secteur de la formation continue, c'est qu'on a commencé par déscolariser les stages et qu'ensuite on a déstagéifié les parcours. Et donc on évolue vers l'apprenance, hein, qui nous permet aujourd'hui, en 2000XX, d'avancer. Et si nous, dans le champ de la formation continue, l'hypothèse que je formule, mais ce n'est qu'une hypothèse, hein, je vous la soumets, c'est que du côté de la formation initiale, si tu veux mettre encore deux ou trois clics, hein, pour avancer, du côté de la formation initiale, on a trop là, voilà. Du côté de la formation initiale, on a fait des grands pas. Donc après la Révolution, et donc on a mis en place l'instruction publique grâce à Jules Ferry en 1881. Et en 1932, Édouard Henriot nous a permis de passer de l'instruction publique à l'éducation nationale sur un modèle toujours dominant, qui est le modèle de la classe. C'est-à-dire que nos collègues enseignants, et j'étais moi-même enseignant pendant 6 ans, donc je vois bien de quoi il s'agit, nos collègues enseignants, qu'ils soient au collège, au lycée ou à l'université, de mon point de vue, ils ne s'adressent pas à l'élève, mais ils s'adressent à la classe, qui est un modèle facilitant, unité de temps, unité de lieu et unité d'action. Grosso modo, quand je suis dans une classe, je fais les mêmes activités que mes copains. Alors, je nuance mes propos. Il y a quelquefois des différenciations, etc. Mais quand même, le modèle dominant, c'est la classe. Et cette classe-là, elle ne permet pas à chaque individu de s'épanouir euh, en fonction de ses intérêts, de ses motivations, etc. Il faut qu'il suive un programme,
il y a des dates d'examen contraintes pour tout le monde. Grosso modo, ce que je dis de manière un peu caricaturale, mais je vais y revenir, c'est que dans le modèle classe, on a beaucoup d'activités contraintes, peu d'activités souples et pas d'activités libres. Et donc, si on n'a pas d'activité libre ou peu d'activité souple, c'est difficile pour la majorité des élèves de s'épanouir dans ce système-là. Et donc, si en formation continue, on a pu évoluer de la pédagogie à l'andragogie, de l'andragogie à l'eutagogie, l'hypothèse que je fais, c'est que les décideurs de la formation continue sont encore marqués par un modèle culturel scolaire qui est le modèle de la classe. Donc, même s'ils tiennent un discours innovant pour qu'on puisse mieux individualiser et donc aller vers l'apprenance, en fait, c'est un message paradoxal où le poids culturel du modèle scolaire est encore très présent dans le champ de l'information continue. Et donc, j'ai hâte de connaître le nom et le prénom de la personne qui va remplacer non pas Jules Ferry, mais Édouard Herriot, pour qu'au XXIe siècle, on ne parle plus d'éducation nationale, mais qu'on ait un autre terme qui nous permette d'imaginer que les élèves au collège, les élèves au lycée, les étudiants à l'UT, à l'université, puissent bénéficier de parcours dans lesquels il y aura des activités contraintes, bien sûr, des activités souples et des activités libres, qui me semble être une porte d'entrée vers l'apprenance telle que nous, on peut la connaître en formation continue des adultes. Je ne sais pas si je suis bien clair, ce schéma-là est un peu complexe. J'aurai l'occasion de l'illustrer dans deux articles qui vont paraître prochainement sur le site EINOA, ex-FFOD, mais peut-être que je peux répondre aux questions, aux remarques suite à ce schéma qui n'est pas forcément lisible du premier coup. Julien. Ça a l'air de parler aux personnes puisqu'ils te remercient pour la clarté du discours et notamment Cathy qui met en avant ton discours des différentes vies en fait, des 5 vies. Ça résonne beaucoup pour elle, nous dit-elle. Oui, alors j'étais enseignant, donc je mesure bien les conditions difficiles des enseignants, etc. Donc c'est pas les enseignants qui sont en cause dans ce modèle plutôt figé, mais c'est plutôt l'institution scolaire qui, je comprends, hein, c'est plus facile de gérer des classes que de gérer des parcours, sauf que les élèves de 2025, 2026 ont tous entre les mains un ordiphone, sont tous connectés à Internet. Et donc, le rapport au savoir a changé, et donc l'école n'a plus le monopole du savoir. Et donc, les enseignantes et les enseignants se trouvent dans des conditions des fois compliquées. Et je pense que l'une des manières de remettre du sens du côté de la formation initiale, c'est paradoxalement, mais ça va être difficile, j'en suis sûr, de donner de la liberté aux élèves. Que nous, dans le champ de la formation continue des adultes, on peut donner plus de liberté aux apprenants. Alors, il ne s'agit pas de leur donner toute la liberté, hein, mais une liberté dans laquelle il y aurait activité contrainte, activité souple et activité libre. Il y a Fida qui nous explique que elle travaille dans un dispositif d'école de la deuxième chance et que l'individualisation des parcours, c'est un des axes d'apprentissage qui est favorisé. Eh ben, c'est très bien, hein. Effectivement, plus on individualise les parcours et plus on va impliquer les apprenants. Et nous sommes bien d'accord pour dire que ce n'est pas parce que le parcours est individuel qu'il n'y a pas d'activité collective. Bien au contraire. Farida, on est bien d'accord, hein. Donc, activité. Et donc, pour travailler sur cette mise en situation, il faut maîtriser l'approche multimodale des parcours de la formation. Donc, petit clin d'œil, hein, du tableau accroché à la classe, à la tablette que je déplace. Donc, on est sur deux mondes, hein. Notre société a évolué. Formation continue, on a vraiment évolué. Formation initiale, je pense que l'évolution est beaucoup moins marquée pour des raisons stratégiques, politiques peut-être, hein, qui font qu'on n'est pas. Et donc, on peut dire adieu à la coprésence systématique, que ce soit dans une école de production, l'école de la deuxième chance, l'école de la transition écologique, les APP, les Greta, l'AFPA, etc. On peut imaginer que dans un même lieu, des apprenants fassent des activités différentes, ou bien la même activité, mais dans des lieux différents. Donc, on est sur des dispositifs de type formation ouverte ou en partie à distance, hein. La nouvelle définition de l'action de formation, Julien, si tu veux avancer la diapositive. Voilà, donc c'est parce que le monde change qu'on doit s'adapter
avec des nouveaux écosystèmes d'apprentissage. Diapositive suivante, on accélère. Voilà, boum, boum, voilà. Donc, grosso modo, pour faire court, hein, si je devais mourir dans les secondes qui viennent, le message principal, je vais éviter parce qu'il y a toujours des papiers à remplir. Pour entrer dans une logique d'apprenance, il y a différentes portes d'entrée, mais pour moi, la porte d'entrée principale, c'est un, d'individualiser les parcours et deux, de sortir d'une logique de transmission pour aller vers une logique d'accompagnement des apprenants. Accompagnement des apprenants, par exemple, de mettre en place de la pédagogie, hein, l'aide entre les pairs. Voilà, donc on passe d'une logique d'enseignement à une logique d'accompagnement. Et si je passe d'une logique d'enseignement, Julien, clac, clac, clic, clic, deux clics discrètement, hop, hop, clic, Julien, voilà. Former, c'est enseigner. Ah, trop. Ah, Excuse-moi. voilà. Former, c'est enseigner. Ben maintenant, former, c'est accompagner. Voilà. Accompagnons. Accompagnons, ce qui veut dire que collectivement, les formatrices et les formateurs doivent développer des compétences liées à la facilitation. Et je vous renvoie aux deux nouvelles certifications mises en place par l'APAP, hein, au niveau du réseau des ABP. Et donc, il y a une nouvelle certification pour que les acteurs de la formation deviennent des facilitateurs. Donc, c'est une certification inscrite au répertoire RS qui me semble tout à fait intéressante pour être acteur de ces nouveaux écosystèmes de formation. Diapositive suivante. Voilà, donc déscolariser les stages, ça on l'a déjà fait. Déstagifier l'offre de formation, c'est ce qu'on est en train de faire avec les parcours. Et maintenant, ce qu'on doit faire, c'est, même si France Compétences remarque dans son dernier rapport que l'individuation n'est pas encore à la hauteur des attentes, mais paradoxalement, elle n'est pas à la hauteur des attentes, souvent liées à des problèmes de financement des dispositifs. Voilà, et donc, voilà, donc l'apprenance approche centrée sur chaque apprenant. Et donc, pour développer l'apprenance, il faut que les équipes pédagogiques, avec l'appui de la direction, et donc avec l'accord des financeurs, puissent travailler sur la multimodalité et de l'apprentissage et de l'accompagnement. Et là, je vous renvoie aux travaux faits par l'ex-FFOD, hein, EINOA, sur la mise en place des actions formation multimodales, où on va donner de la liberté aux apprenants. Et donc, on n'est plus sur liberté, égalité, fraternité. On est sur liberté, diversité, multimodalité, ou liberté, ouverture, responsabilité. Voilà. Je pense que cette question fondamentale du degré progressif de liberté de l'apprenant dans le déroulement de son parcours dans chacun de nos dispositifs est fondamentale. Alors, il est bien clair que quand je forme des adultes hautement qualifiés, cette liberté, ils peuvent l'assumer très rapidement et très rapidement. C'est plus compliqué pour des adultes faiblement qualifiés qui, paradoxalement, sont peu formés, peu diplômés, et donc ont peu de capacité d'initiative et paradoxalement viennent en formation en demandant de retourner à l'école. Mais je pense que il faut qu'on prenne de la distance par rapport au modèle scolaire. Et pour prendre de la distance par rapport au modèle scolaire, non seulement il faut avoir des comportements différents, mais il faut aussi que nos dispositifs se démarquent de tout ce qui fait référence à l'école. Et donc je m'interroge sur le titre de l'école de la deuxième chance, l'école de la transition écologique, les écoles de production, etc. Je pense que c'est un message paradoxal. Si on veut interpeller et accompagner différemment les apprenants, il faut qu'on puisse mettre tous les éléments de notre côté pour le faire de manière optimisée. Diapositive suivante. Boum, boum, boum. Alors, l'apprenance s'inscrit très fortement dans la nouvelle définition de l'action de formation de la loi de septembre 2018, hein. Rappelez-vous, en 2018, c'était avant la Covid. Incroyable. Mm. On a eu cette loi avant la Covid, ce qui nous a donné beaucoup de souplesse pour accompagner et interpeller les apprenants tout à distance ou tout en partie à distance, hein. Vous vous rappelez du choc brutal, mondial et bancal qu'on a vécu avec la Covid. Mais paradoxalement, ça nous a permis aussi d'imaginer des choses qu'on n'aurait pas pu imaginer. De Oui, la et d'accélérer. multimodalité, et le titre, c'est la liberté de choisir son avenir professionnel. Donc la question de la liberté de l'apprenant, liberté relative, mais liberté importante, dans sa capacité à se reconnaître personne apprenante. C'est ça l'apprenance. Voilà.
OK, voilà. Voilà. Alors, cette diapositive est un petit peu lourde, hein, je vais pas aller au-delà, mais quand je travaille sur l'apprenance, ça veut dire qu'avec mes collègues, dans le projet pédagogique, je travaille sur la multimodalité. Et là, vous avez une approche en pôle où je vais pouvoir me dire, bah, est-ce que je suis en présence ou à distance? C'est une alternative de modalité très connue. Est-ce que je suis en ligne ou dans un centre de ressources? Est-ce que je suis synchrone ou asynchrone? Est-ce que je suis en formation ou en auto-formation? Est-ce que je suis en formation en centre ou en formation en situation de travail? Mais aussi, est-ce que je mobilise les badges, le diplôme? Est-ce que je suis capable de repérer de l'ordre et du désordre, etc., etc. Donc, toutes ces alternances de modalités vont nourrir la manière dont je vais construire un parcours de formation le plus individualisé possible, dans lequel l'apprenant, grâce à ces multimodalités, va bénéficier d'activités contraintes, parce qu'il y aura toujours des activités contraintes, des activités souples, où il aura un choix, et des activités libres, par exemple, avec des approches ludiques, des approches ouvertes, etc. Donc voilà une matrice de multimodalité qui nous permet de rentrer dans des pratiques d'apprenance. Et puis il me reste 2 minutes, Julien, si je ne me trompe pas, sauf s'il y a des questions. Oui, à peu près, c'est ça. Non, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions qui sont venues se- se- Voilà, et donc s'inscrire. tout ce que j'ai dit un peu rapidement, et je vous prie de bien vouloir m'en excuser, je l'ai repris avec mes collègues Yamina Bouayad Aga dans un livre qui est paru aux éditions L'Harmattan et qui est disponible dans toutes les bonnes librairies de France, de Navarre et de Belgique, où on rééclaire l'histoire, l'organisation et le développement du réseau des APP dans ce livre acteurs et territoires d'apprenance, et qui éclaire comment les APP ont eu la chance de naître avec quelque chose de fondamental, qui est le concept d'individuation des parcours et de la personnalisation de l'accompagnement. Et donc, de mon point de vue, aujourd'hui, les APP sont à la fois un acteur et un territoire d'apprenance. Donc, très concrètement, je suis sûr qu'il y a d'autres territoires, d'autres acteurs d'apprenance, mais celui-là, je connais bien, donc j'ai pu l'éclairer. Je pense aussi à la modalité AFEST, action de formation en situation de travail, qui pour moi résonne très fortement avec l'apprenance. Mais je pense aussi à nos collègues acteurs territoire zéro chômeur longue durée, qui partent, qui sont à l'écoute des demandeurs d'emploi et qui vont construire des parcours prenant en compte le profil, les besoins et les attentes des demandeurs d'emploi sur leur territoire pour trouver des réponses. Donc, apprenance, c'est être à l'écoute des apprenants et de co-construire des parcours qui vont donner du sens à la manière dont les apprenants vont plus ou moins rapidement s'impliquer dans le déroulement de leur parcours de formation. On rêve tous, Julien et moi, d'avoir des apprenants qui s'impliquent très rapidement dans leur parcours de formation, mais on sait que ça ne se passe pas comme ça et que beaucoup d'activités en début de parcours vont consister à donner du sens pour que les apprenants puissent se nourrir au mieux de leur activité. Activité, je n'ai pas le temps de développer sur le territoire métrique, mais aussi activité de plus en plus sur le territoire numérique, avec des plateformes de téléformation adaptées au niveau de chacun des apprenants. Donc, pour qu'il y ait apprenance, et je m'arrêterai là, il faut qu'il y ait une alternance raisonnée, ajustée, entre des activités sur le territoire métrique et des activités sur le territoire numérique. Et dans le territoire numérique, je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités pour que les apprenants, y compris faiblement qualifiés, Julien, puissent saisir des opportunités pour développer leur autonomie dans l'apprentissage. Merci Jean Voilà, pour ces précisions. voilà, Parmi voilà. nos interlocuteurs, nous avons quelques précisions, notamment de Cathy, qui cite du matériel qui peut aussi être inscrit dans cette dynamique-là, notamment d'un jeu de cartes proposé par l'ANLCI qui s'appelle En parler, c'est avancé, un jeu Tout de à fait, cartes édité par l'ANLCI. tout à fait, tout à Et, fait. et également aussi dans un autre registre, mais complémentaire, il y a Magdeleine qui nous indique elle est formatrice au départ, mais qu'elle a suivi des formations de facilitatrice qu'elle Très recommande bien. pleinement et qui s'appelle apprendreautrement.org. C'est le site et c'est formation de formateurs facilitateurs. Avec Denis Christol, peut-être?
Elle va nous répondre, Magdeleine, si c'était avec Denis. Oui, exactement, elle le valide. D'accord, oui, tout à fait, hein. Donc, Denis Christol appartient à l'équipe de Philippe Carré et il promeut très fortement les pratiques apprendre autrement. Moi, je dis apprenance, mais Denis Christol dit apprendre autrement. Et apprendre autrement, c'est effectivement autour de l'apprenance et des pratiques d'apprenance. Donc, je pense que tous ensemble, progressivement, avec l'appui des financeurs et avec l'appui de nos équipes de direction, il faut qu'on change nos organisations pour laisser plus de place aux apprenants et passer d'une posture de transmetteur à une posture d'accompagnateur, voire même, comme Magdalene l'a dit, posture de facilitation progressive. Vraiment te remercier pour cette intervention de qualité qui a éclairé je pense, les personnes qui suivent notre webinaire sur cette thématique de l'apprenance. Super. Merci beaucoup à tous de votre attention. Les gens sont ravis. Il y a beaucoup d'applaudissements et de personnes qui sont enthousiastes sur ton intervention. Grand Eh merci, bien, tant Jean. mieux. Je reste à leur disposition s'ils veulent plus d'informations. Julien, Merci je te beaucoup. remercie de cette C'est opportunité d'échange. c'est moi qui te remercie d'avoir accepté cette invitation. Au plaisir. Ah, Au nous revoir. remercions. Au revoir.